Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réélu en avril 2021 à la tête du pays pour un second et dernier mandat censé être hautement social, nous voilà à 2 ans après le discours d'investiture du chef de l'État, Patrice Talon. Le hautement social à peine ressenti, l'enjeu social de la gouvernance Talon reste très inaudible. Mais quelqu'un n'a-t-il pas dit, le hautement social, c'est faciliter l'accès aux besoins de la population et non la distribution de billets de banque. Il est clair que la perception de ce qui semble social très haut pour les citoyens à faible revenu diffère de celle de nos dirigeants. Le social est finalement qu'un rêve ou un lendemain jamais abouti. Dans ce numéro de Politique sans tabou, nous évaluerons les efforts après l'engagement pris il y a 2 ans. Léa Senaglago, bonjour, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Très heureuse de vous retrouver également, Pissouya, heureuse de retrouver nos internautes, nos auditeurs, nos téléspectateurs et surtout tous ces Béninois et ceux qui sont au-delà de la diaspora qui nous suivent sur Politique sans tabou. C'est encore un autre vendredi. Aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, nous allons parler de ce hautement social, faire le bilan après 2 ans du mandat du chef de l'État Patrice Talon. Et l'un de nos invités est déjà sur ce plateau. Il est très connu du public béninois, mais on va le présenter quand même. Monsieur Constantin Amoussou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Nous allons très bien également sur ce plateau. Constantin Amoussou, chers auditeurs, chers internautes et téléspectateurs, est un acteur politique. Il est de la mouvance présidentielle. Il va nous dire tout au long de cette émission ce qu'il sait et ce qu'il pense du hautement social. Et si tout va bien, nous allons donc avoir le second invité. Alors pour démarrer, Constantin Amoussou, qu'est-ce que le hautement social ou comment le perçoit-on de la bouche d'un chef d'État plutôt très capitaliste et quel sens prend-il quand on est acteur politique ou quand on est citoyen? Merci bien. Lorsque nous prenons le concept de hautement social et terre à terre, Oui. nous avons le social, tout le monde le voit, tout le monde l'entend ainsi, et puis nous avons hautement, un peu pour insister que non seulement il y aura le social, mais qui sera particulièrement prononcé au cours du mandat, parce que c'est comme cela qu'il a entendu, qu'il a commencé à entamer en ce mois de mai 2021. Et à la vérité, pour apprécier ce hautement social si capitaliste que l'on pourrait voir le chef de l'État, on peut retourner en arrière et même faire le point de ce qui aura été fait de social au cours du mandat qui a précédé. Celui qui lui a valu d'être reconduit par KO pour un second mandat, pour ainsi dire que ça a été plus que validé par nos compatriotes. Mais surtout, la notion du social, je peux l'exprimer sous une forme, disons, illustrative, Oui. en recourant un peu à ce qui se passe dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans notre environnement. Allez-y. Nous avons le père de famille. Nous avons le père de famille. Il donne à manger. Il travaille à ce que tout le monde trouve à manger tous les jours. Il fait en sorte que tout le monde puisse trouver à se vêtir. Il donne le logement à tout le monde. Il fait en sorte qu'il y ait l'électricité et l'eau pour que tout le monde s'en serve dans la maison. Il donne le petit déjeuner tous les matins. Mais il peut y avoir un tonton dans la famille, un oncle, qui arrive peut-être une fois dans le mois et quand il vient, il distribue 2000 à tout le monde dans la maison. Quand vous demandez aux enfants lequel est gentil, ils peuvent pas réfléchir dire que c'est tonton qui donne 2000 francs qui est gentil. Parce qu'il est venu et puis il lui a donné 2000 francs. Cela n'était pas prévu, n'était pas attendu. Et sur le coup, c'est de l'argent pour acheter du bonbon. Et donc, cette perception de la gentillesse que l'on peut transposer sur le plan politique, sur la notion sociale, est ce à quoi nous avons été habitués. C'est semblable au tonton gentil du quartier. Il peut ne pas être membre de la famille, qui lorsque vous passez par là, vous le saluez. Il te dit, mais tiens, prends 1000 francs et puis achète un pot de yaourt. L'enfant, il est content. Et il pensera très probablement que il pourrait penser, à juste titre, s'il n'est pas mis dans l'esprit de la compréhension de ce qui est fait par son père, dans l'impact social, dans la notion même de gentillesse ramenée maintenant au social, il pourrait avoir pensé que ce tonton-là lui fait plus que son père. Parce que ce tonton-là a donné 1000 francs alors qu'il ne s'y attendait pas.
ce tonton-là a donné 1000 francs sans demander qu'on ramène la monnaie alors que quelqu'un pas donne peut-être 1000 francs le matin et vous dit vous ramenez 400, vous ramenez 500 à la maison. Et on le pense ainsi, on l'a toujours perçu ainsi. On sait que loger, soigner, vêtir, nourrir les enfants relève du devoir des parents. Mais il n'est pas que seulement d'avoir un devoir, encore faut-il l'accomplir. Lorsque donc nous revenons ici dans le champ de l'action politique déployée par le chef de l'État depuis le second mandat, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, nous verrons qu'il a de façon singulière mis l'accent sur les actions à impact social dans tous les budgets qui ont été mis en œuvre depuis son retour. Et pour ne prendre qu'un exemple, le budget, on va dire la loi de finances 2023, donc ce qui est en cours, a prévu des actions à sensibilité sociale à hauteur de 48,5% du budget. La plupart du temps, même dans les États que l'on dit de gauche, vous avez des actions à impact social qui sont de l'ordre de tiers. Parce que vous le savez, le social doit être financé. Et pour que cela soit financé, il faut les investissements structuraux qui génèrent des ressources pour pouvoir financer le social. Et cependant, le chef de l'État qui a pris l'engagement du redressement social a mis 48,5% des ressources de l'État pour le compte de l'année 2023. En termes de chiffres, ça fait 1000 milliards environ. 1000 milliards environ, rien que pour le social, pour le compte de l'année 2023. On peut se demander où passe tout cet argent. Parce qu'après, ce n'est pas dans le marché que l'on vient et puis on distribue à chacun. Et chacun pourrait être fondé comme l'enfant dans la maison, dans le quartier, à penser que le tonton qui donnait 2000 francs ou 1000 francs à tout le monde, vous savez fait mieux que ça. Je veux bien, oui. C'est que vous comparez la situation précaire d'un citoyen au bienfait ou au bienfait que pourrait lui faire un tonton. Non, ce n'est pas ça. Je suis parti d'une image. À la vérité... Et cette image, elle est fausse, monsieur Amoussou. Elle n'est pas fausse parce que c'est quoi? L'État voit le macro. L'État regarde à l'échelle de ce qui implique tous les ménages. Et l'action de l'État influe sur chacun des ménages pris isolément, mais dans un ensemble global où parfois les gens qui sont d'un certain niveau de vie peuvent ne pas ressentir avec la même intensité l'action qui est déployée, peut-être parce qu'ils ne sont pas dans la cible. Mais le rôle de l'État, c'est de permettre aux citoyens, aussi pauvres que riches, de vivre décemment et d'avoir accès aux mêmes services. Oui, mais justement, et ces services, et j'y viens par exemple, ces services, je suis parti d'une comparaison parce que la vérité, ce social que l'on dit que l'État ne fait pas ou ne fait plus, c'est qu'on le compare à un social que l'État faisait. Parce que dans un passé qui n'est pas si lointain que ça, il était loisible pour les émigrants. Mais les contextes sont différents, ce n'est pas les mêmes États. Ce n'est pas les mêmes chefs d'État. C'est le Bénin, mais ce n'est pas les mêmes chefs d'État. Parce que ceux qui disent, il faut interroger le subconscient de ceux qui disent que le pouvoir ne fait pas suffisamment de social. Vous avez dit en introduction, Madame Pisse a dit en introduction que le social du chef de l'État est inaudible. Il est inaudible. Oui, et on peut l'entendre sous l'angle où il n'organise pas des orchestrations, des mets d'actions de grâce. Non, mais ça, c'est pas du social. Je suis désolé. Alors, je dis, on peut l'entendre ainsi. Je dis, on peut. Je n'ai pas fini. On peut l'entendre aussi. Mais on peut l'entendre aussi sous l'angle où vous dites que cela n'est pas suffisamment visible. Et si vous dites que cela n'est pas suffisamment visible, je commence par vous dire pour quelle raison vous pourrez penser que ce n'est pas visible. Mais là où c'est orienté, je suis en train de venir, nous allons peut-être, secteur par secteur, débriefer ce qui aura été fait. Alors, si vous voulez, je prends par exemple le secteur de l'emploi. Je prends le secteur de l'emploi. Si vous prenez le secteur de l'emploi, plusieurs programmes sont mis en œuvre. Je vais peut-être prendre deux exemples. Allez-y. Je prends le programme spécial d'insertion à l'emploi et je prends le programme Azoli. Le programme spécial d'insertion à l'État, à l'emploi du moins, est un programme mis en œuvre par l'État béninois qui vise à recruter à la charge de l'État, j'ai précisé à la charge de l'État, des jeunes gens à partir du niveau bac jusqu'au niveau master, rémunérés de 100 à 250 000 francs et à les mettre à la disposition des entreprises pour y travailler à l'effet d'abord
de rentrer en contact avec le monde du travail. Dans quel secteur? Tous les Dans tous secteurs, les secteurs. l'artisanat, l'industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans tous les secteurs productifs. Et donc, lorsque ces jeunes-là sont recrutés, ils sont mis à la disposition de ces entreprises, travaillent pendant 2 ans d'abord, et pendant ces 2 ans, ils ont la possibilité, d'une part, d'acquérir suffisamment de compétences pour qu'eux-mêmes décident de se mettre à leur propre charge, parce qu'après, ils auront vu comment une entreprise fonctionne. Ils auront eu la possibilité de travailler dans une entreprise et ils auront vu comment ça se passe. Est-ce que vous avez évalué? Oui, on va revenir. Ensuite, ils peuvent décider, ou bien l'entreprise décide de les garder au bout des 2 ans, parce qu'ils se sont montrés si compétents que l'entreprise n'a pas envie de se détacher de leurs compétences. Et je vous dis que pour ce programme, le recrutement est fait et l'État, d'abord au cours de la première année, prend entièrement en charge la rémunération. Oui. Cela veut dire qu'il rend à la fois service aux jeunes qui sont recrutés et aux entreprises au service desquelles ils sont recrutés. Parce que le citoyen qui est recruté va travailler dans l'entreprise peut-être de M. Laha, je donne un exemple comme ça, mais ce n'est pas M. Laha qui le paie, c'est l'État béninois qui le paie pour M. Laha. Ce faisant, l'État béninois rend service à la fois aux jeunes qui est employé, mais à l'entreprise qui l'emploie. Il permet à l'entreprise, d'une part, de découvrir en quoi le jeune peut lui être utile, parce que les entreprises qui ne recrutent pas la peur de recruter des gens qui ne sont peut-être pas compétents, qui ne sont pas capables, ils ne savent peut-être pas ce qu'ils peuvent leur apporter. Ce faisant donc, l'État rend service aux entreprises en leur mettant de la main-d'œuvre à disposition, payée par lui, et ensuite l'État rend service aux jeunes en lui permettant lui-même d'acquérir le savoir-faire, la gestion d'une entreprise. Est-ce que vous avez les chiffres des jeunes embarqués qui aujourd'hui sont toujours dans le système en tant qu'employés? Est-ce que vous avez les chiffres? Ou qui sont devenus patrons? Oui, par exemple, nous donnons un exemple. Parce que c'est simple. Bien sûr, je suis très intéressé par cette question et bien entendu, nous avons les chiffres. Le programme est parti avec la vocation de mettre chaque année 2000 jeunes à la disposition des entreprises. Nous sommes à combien de jeunes aujourd'hui? Mais depuis, le constat est établi que lorsque les profils, ce sont des profils techniques, comptables, peut-être ce sont des ressources humaines, etc. et puis les autres. Et c'est pour ça que je demandais quel secteur tantôt. J'arrive. Non, il y a les secteurs d'entreprise et puis il y a les compétences et les fonctions à l'intérieur des entreprises. Lorsque vous avez une entreprise, n'importe laquelle, vous avez besoin d'un comptable. Vous avez besoin de ressources humaines. Ça, ce sont les fonctions, ce sont les secteurs, ce sont les fonctions. Oui. Et donc, les fonctions techniques qui sont utiles au secteur de l'entreprise, il y a ces fonctions d'une part, et maintenant, il y a les fonctions techniques qui relèvent de la technicité même du secteur dans lequel on est. Par exemple, pour dire que les entreprises n'ont pas suffisamment les profils adéquats. Ce n'est pas les entreprises qui n'ont pas les profils. C'est que on s'est rendu compte, on s'est rendu compte que depuis que ce programme a été lancé avec l'évaluation, l'estimation de 2000 jeunes à recruter chaque année, on n'a jamais réussi encore à avoir 2000 au cours d'une année. Et aujourd'hui, on est à combien? Monsieur Amoussou, de profils adéquats aux besoins des entreprises. Mais qui forme les jeunes en fait? Ça c'est une question intéressante. Parfois, c'est facile de fantasmer. Nous sommes d'accord qu'il pourrait y avoir un problème général entre l'adaptation au niveau des fonctions pratiques de l'entreprise et les formations qui sont faites à la base. Mais ce problème, j'allais dire, relève-t-il d'aujourd'hui? Si nous sommes en 2020, nous sommes en 2000, s'il vous plaît, Madame Rouillon, nous sommes en 2023, nous sommes en 2023. Les jeunes que l'on veut mettre sur le marché de l'emploi n'ont pas commencé l'école hier. Ils n'ont pas commencé l'école il y a 2 ans ou 3 ans ou il y a 7 ans. Vous êtes d'accord tous avec moi que les jeunes que l'on veut mettre sur le marché de l'emploi ne sont pas des gens qui ont commencé à aller à l'école en 2016 quand Patrice Talon a pris le pouvoir. Et en toute connaissance de cause, Monsieur Amoussou, Monsieur Patrice Talon, sinon Monsieur Patrice Talon et son gouvernement, sachant cela, devraient penser un projet adéquat à la réalité de la société, enfin de nos réalités. Et n'oubliez pas, donnez-nous les chiffres aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, combien de jeunes ont Avant les chiffres, s'il vous plaît. Ce projet. D'abord deux choses, il faut avoir l'esprit. Lorsque nous disons que on estime à 2000 le nombre de jeunes que l'on veut mettre à la disposition des entreprises chaque année, ce n'est pas sans évaluer à peu près quelles sont les compétences disponibles. Mais il y a deux choses. Il y a entre les compétences disponibles et la volonté des citoyens qui ont ces compétences de se mettre vraiment sur le marché de l'emploi, il y a un phénomène que vous ne devez pas oublier. Et ça, je ne voudrais peut-être pas m'attarder longuement là-dessus, mais vous savez que malheureusement, avec le phénomène de l'ANAC qui s'est développé dans notre pays,
beaucoup de jeunes, avec les compétences, ont préféré s'orienter vers ces pratiques qui leur généraient de l'argent facile. Finalement, C'est le pourquoi- projet, c'est pourquoi- oui. Le PSE C'est dont vous pourquoi, oui, parlez. il faut bien qu'on voit là où j'aboutis. C'est D'accord. bien pour ça Allez-y, que allez-y. nous pourrions avoir 10 000 personnes disposant de ce profil sur le marché, mais lorsque l'on lance, ou des profils recherchés sur le marché, mais lorsque l'on lance les recrutements, on n'a peut-être que 2000 personnes, enfin, ou 1500 personnes qui se manifestent. Ensuite, il n'y a pas que ça. Je dois le dire très honnêtement que souvent ou parfois, les gens n'ont pas l'information. Quand bien même les antennes de l'ANPE, un peu partout sur le territoire national, essaient de déployer l'information pour s'assurer qu'elles parviennent jusqu'aux derniers citoyens du Bénin, je pense qu'il peut y avoir de plus en plus d'efforts à faire dans le sens de faire toucher l'information aux citoyens béninois, aux derniers citoyens béninois où qu'ils se trouvent. C'est donc en ce moment-là seulement que l'on pourrait avoir un nombre suffisamment et de plus en plus important de Béninois qui seront impactés par le projet. Et puis, pour donner un exemple. Donc on en Moi, j'ai vient connu- pour oui, retenir, on oui. retient que par rapport à ce projet-là, Oui. ce n'est pas comment dire, on n'a pas obtenu les résultats qu'il faut. On ne peut pas dire qu'on n'a pas obtenu les résultats qu'il faut. Lorsque vous avez 1200 Béninois, 1300 Béninois, 1500 Béninois qui chaque année sont mises, Allez-y. Allez-y. lorsque vous avez 1500, 2000 Béninois chaque année qui sont mis sur le marché de l'emploi, qui sont payés par l'État pour travailler au profit des entreprises et que vous avez prévu 2000, le fait de ne pas avoir les 2000 que vous avez prévu ne signifie pas que le projet n'a pas Non, abouti. mais on a l'impression après Oui, que, oui, sur le coup, pour le chiffre que vous sortez, par exemple, 1500, 1200, Oui. on a, pour une première année, 1500, 1200, Oui. mais après la période de paiement par l'État, Oui. les entreprises ne gardent plus ces jeunes et ces jeunes retournent au chômage. Non. Est-ce qu'on a Vous réglé savez, le problème, oui ou non? On n'a pas réglé le On n'en problème. est pas encore là. On n'en est pas encore là. Parce que la vérité, nous sommes seulement aux 2 premières années d'expérimentation de ce projet. Donc il faudrait que les 2 années s'écoulent pour que nous puissions évaluer. Nous sommes en train de parler du mandat 2 du chef de l'État, n'oubliez pas. Et le PSIE, qui est, certes a démarré en 2020, a eu les premières promotions qui ont terminé sur lesquelles on peut faire les évaluations. Moi, pour ce qui a commencé, pour le compte de second mandat, on n'en est même pas encore arrivé à la fin du premier cycle des 2 ans. Non, mais c'est pour parce que vous évaluer avez si les parlé personnes- du social depuis l'avènement de M. Patrice Talon. Oui, ça c'était pour déblayer le terrain. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on ait le sentiment que le social sous talon a commencé en 2021. Ce qui a peut-être commencé en 2021, c'est hautement social. C'est peut-être Vous la seul nuance. voyez la Et c'est différence carré, oui. depuis, hein? Vous voulez l'entendre comment? C'est Allez-y, vrai que nous allez-y, sommes au allez-y. début et que nous n'avons peut-être pas parcouru encore tous les Allez-y, secteurs. allez-y, monsieur Amoussou. Mais pour ce qui est évident pour moi, vous n'êtes peut-être pas concerné, vous n'avez pas postulé, vous n'êtes peut-être pas en situation de manque d'emploi, mais s'il y avait autour de vous quelqu'un, et vous pouvez peut-être commencer à vous renseigner maintenant, qui avait un bac plus 2, un bac ou un master ou une licence, demandez-lui s'il ou si elle a songé à déposer son dossier au PSE. Si c'est fait, demandez-lui si lui ou elle a été appelé. Si ce n'est pas le cas, Vous en connaissez? moi j'en connais tellement. Je vous donne un exemple, je peux même donner jusqu'au prénom. Non, je ne connais non. pas son nom de famille, mais je peux donner Au-delà jusqu'au du prénom. PSIE, Je je peux pense donner que jusqu'au nous avons le prénom. projet Projet Azoli Azoli. dont vous Ah, le voulez projet parler. Azoli. Oui. Et le projet Azoli, comment il est pensé? On dit, voilà les gens, on dit les gens qui ont le bac, qui ont un BTS, une licence, un master. Mais il n'y a pas que dans la société. Il n'y a pas que qui doivent manger. Même ceux qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun diplôme, eux aussi ont besoin de subvenir à leurs besoins. Et donc le projet Azoli, donc le chemin de l'emploi, vise, et cette opération ainsi, à identifier des jeunes qui le souhaitent, à les faire inscrire au niveau des antennes de la NPE sur l'ensemble du territoire national, à les faire préparer par les antennes de la NPE pour les entretiens au niveau des entreprises et à les faire recruter maintenant par les entreprises, peut s'agir d'une entreprise de couture, de coiffure, une entreprise de froid, pour les former. Pour les former, et maintenant qu'ils sont formés, pour les employer, pour ceux d'entre eux qui voudraient être employés. Et si je prends par exemple ceux d'entre eux qui sont dans le secteur du textile, non seulement ils sont aujourd'hui en cours de formation, mais même pendant qu'ils sont en cours de formation, ils sont déjà payés. Ils sont déployés pour la plupart dans la zone industrielle à Glodjigbe. À la GDIZ. Voyez-vous, à la GDIZ. Et donc, vous voyez, ce n'est pas un État qui dit, mais écoutez, vous n'avez pas de profil, donc ce n'est pas la faute à l'État, vous devez songer à vous faire former. L'État aura tout à fait raison de dire, vous n'êtes pas
formés et dont vous n'êtes pas qualifié pour le marché de l'emploi. L'État prend sur lui la responsabilité de dire, ce sont les citoyens de notre pays. Ils ne sont pas formés, il y a peut-être des facteurs structurels, il y a peut-être une faute qui part de très loin à cela. Mais après, est-ce qu'on les abandonne comme ça sur le marché? Si on les abandonne comme cela, si on ne s'intéresse pas sur comment ils vont faire pour être insérés sur le marché de l'emploi, nous aurons créé des niches potentielles de développement, des vices. Du coup, l'État prend jusqu'à sa responsabilité en disant, même ceux qui n'ont aucune formation, s'ils le veulent, nous les faisons recruter, former à 0 francs et employés par les États, par les entreprises s'ils souhaitaient le faire. Le problème de vous, les oui. acteurs politiques, Oui. c'est que, enfin, Oui. j'ai l'impression, Oui. c'est que les problèmes sont réels et profonds et plus Oui. profonds. Oui. Mais lorsque vous venez, vous proposez des projets qui vous arrangent et qui peuvent donner l'impression que vous travaillez. Et après, on est bien obligé de faire avec. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Vous dites que Oui, le oui. problème Oui. de l'inadéquation Oui. emploi, Oui. diplôme Oui. ou formation Oui. c'est toujours posé. Mais pourquoi on ne prend pas, on ne pense pas à des projets qui tiennent compte de cette réalité-là? Non, ça, Parce que lorsqu'on ok, entre... très bien. Oui. Je ne vous ai peut-être pas bien, ou alors on ne se suit pas plutôt bien. C'est deux choses. Si vous voulez savoir quels sont les projets qui sont pensés par l'État dans le secteur de la formation pour que la question de l'inadéquation entre l'emploi et la formation soit résolue, ça c'est un autre aspect. Non, Et c'est nous n'en parce que sommes pas là. Oui, parce que globalement, vous savez très bien que le chef de l'État lui-même est extrêmement porté sur les questions techniques et que même au niveau de nos universités, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est en train de travailler davantage pour que nous ne soyons pas dans l'esprit de on a le baccalauréat, on rentre directement à l'université forcément. Monsieur Amoussou, Mais c'est les gens parce ne que se vous avez déploient que donné oui. l'exemple Oui. du PSIE, du PSIE Oui. que je parle de ça. Vous revendiquez... Je vous fais seulement remarquer que les initiatives qui sont prises par l'État depuis l'arrivée du chef de l'État dans le secteur de l'éducation notamment, en vue d'adapter la formation au niveau des besoins du marché, ne peuvent pas donner le fruit tout de suite. C'est comme on sème. Et parfois, il y a ce que l'on sème, mais dont les effets ne peuvent être sensibles qu'au bout de plusieurs années. Je vous donne un petit exemple. Le chef de l'État, à travers le projet SWED, et notamment un volet du projet SWED, a initié un programme de sélection des meilleurs élèves dans les matières scientifiques. Oui. Et dans les matières scientifiques. Bien sûr. C'est parce que l'on sait que le besoin en ce domaine-là est de plus en plus important. Donc, et là, c'est parce qu'on imagine que parfois, des enfants, des filles surtout, sont déscolarisés en raison de difficultés de survie, des difficultés, des conditions, donc de la précarité. On met à leur disposition chaque jour 450 francs pour certains, 600 francs pour d'autres, pour s'assurer au moins qu'ils ont de quoi. Ça, c'est le volet maintien des filles à l'école. Oui, et le volet maintien des filles à l'école, mais notamment à travers, disons, l'insistance sur les formations techniques. Parce que ces filles-là sont suivies justement pour que, à travers leur processus de formation, on débouche non pas sur une formation qui les mette sur le marché du chômage, mais un marché où elles aient des disponibilités qui correspondent au profil du projet de société que le chef de l'État porte pour le Bénin, notamment en ce qui concerne le Bénin qui va se transformer. Parce que le Bénin révélé, c'est le Bénin qui se transforme sur tous les plans. Et lorsque vous allez... Monsieur Bénin va Monsieur Amoussou, on Oui. va faire un petit récap parce qu'on Oui, vient oui. de faire pratiquement la moitié du temps. Ah oui, Et j'aimerais que vous puissiez Oui. clairement dire oui, aux téléspectateurs, aux internautes et à Oui. tous nos auditeurs, si aujourd'hui on parle du rehaussement social, Oui. 2 ans après le second mandat du chef de l'État, Patrice Talon, à vous entendre, il y a beaucoup de projets. Qu'est-ce que le Béninois doit retenir? ça dépend. Si nous voulons faire globalement un tour, on décidera Pour les d'évaluer secteurs- ça. les secteurs rapidement dans si lesquels vous voulez, il y a je vais eu dans le des- secteur de l'enseignement, par exemple. J'ai commencé par parler du projet SWED, mais là, il n'y a pas que ça. Il y a, vous savez, la gratuité de l'enseignement pour les filles au premier cycle. Et maintenant, nous sommes déjà dans la phase pilote de la gratuité pour les filles au second cycle. Allez-y. Ensuite, je peux vous dire que désormais, les AME, les agents, les aspirants au métier de l'enseignement, tout le temps, on a parlé de leur rémunération, du nombre de mois de rémunération parce qu'ils travaillent 9 mois, ils étaient payés 9 mois. Désormais, ils sont payés 11 mois sur 12. Suivant.
Lorsque nous quittons cela, nous pouvons évoquer la question des cantines scolaires. Les cantines visent à permettre aux enfants d'avoir un repas chaud chaque jour. C'était toujours en vue du maintien des enfants à l'école. En 2016, quand le chef de l'État venait, on était à 1,5 milliard d'investissements par an. Aujourd'hui, nous sommes à 48 milliards d'investissements dans ce secteur-là, avec une couverture de 75% du territoire national. Donc, ce sont autant de points. Ça, c'est le secteur de l'éducation. Le secteur de l'éducation, de l'enseignement. Alors, si je vais dans le secteur, par exemple, de l'eau, vous savez que l'eau, c'est la vie, que c'est toute la vie. Qu'il y a, oui, nous sommes à Cotonou, et peut-être qu'il y a des problèmes auxquels nous ne sommes pas confrontés. Mais quand vous commandez, quand vous commencez par monter et que vous allez peut-être à la hauteur des collines, d'Assa, Savet, c'est tout. C'était très difficile. Voilà. Aujourd'hui, grâce aux différents projets du gouvernement, notamment le barrage de l'IFO, qui fait 12 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Le barrage de Yadjoka aussi, ça c'est 2 millions de mètres cubes. Et sans oublier les stations de traitement d'eau de Gobé et de l'IFO, on a des infrastructures qui se développent un peu partout sur le territoire national et qui ont vocation à faire en sorte que l'eau, qui est un besoin de tous les jours, se rapproche de tous les citoyens béninois. Et je crois que ça, c'est important. Alors, si je vais dans le secteur de l'électricité, si vous voulez, on en parle du secteur de l'électricité, un secteur clé. Vous savez, quand le chef de l'État prenait le pouvoir en 2016, le Bénin était à 0% de production de production propre d'électricité. Nous faisons qu'importer. Aujourd'hui, nous sommes à 60% de production d'énergie propre. Et quel est l'impact sur la population? Voilà, nous allons en parler. Nous sommes à 60%. 60%, ce n'est pas 100%. Donc, pour nous, 60% et nous importons les 40% qui restent. Mais vous n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement et que les 40% que nous importons de chez les autres, pour le moment. Mais lorsque il arrive que les autres, en raison de leurs besoins propres, ne parviennent plus... Pour vous, ça explique les coupures. Quand il arrive que pour les besoins propres, les autres n'arrivent plus. Excusez-moi, mon téléphone me dérangeait. Je pensais l'avoir éteint. Je vais essayer. Oui. Donc pour vous, les 40% que nous importons, les 40% que nous importons, il arrive que nous ne soyons plus servis. Et c'est en ce moment-là que l'on vous parle d'effacement. Nous, on parle d'effacement, c'est-à-dire... L'impact sur la population. Oui. Parce que le coût du kilowatt n'a pas pour autant diminué. Oui, soit parce que c'est ça l'impact sur la communauté. On ne peut pas régler tous les problèmes à la fois, vous savez. Si nous décidons de... C'est comme si vous mettez deux doigts dans la même narine, vous ne parviendrez pas à respirer. Mais ça, c'est un point de nous mettre à disposition de l'électricité si on ne peut pas avoir accès à ça. Non, il y a des choses. Oui. On a accès à l'électricité. Hier, pour avoir un branchement de compteur électrique, on était... Combien on pouvait débourser? Oui, mais ça, c'est le processus. Alors, s'il vous plaît, oui, non, c'est progressivement. Parce que quand on dit on veut régler le problème, il y a plusieurs aspects du problème. On ne peut pas les régler tous à la fois. Hier, pour avoir un compteur électrique, c'était 70 000, 80 000, 100 000 francs. Aujourd'hui, c'est avec 20 000 francs qu'on a les branchements électriques. Pour tout le monde, c'est généralisé. Tout le Bénin. Mais moi, je parle de l'effectivité. 20 000 francs, oui, mais c'est effectif. Non, au-delà même de l'effectivité. À 20 000 francs, et beaucoup de gens, oui. Au-delà de l'effectivité, la facilité qu'on avait pour avoir 80 000 ou 110 000 aujourd'hui, on a plus... Entre quand et quand? Pardon? Oui, la facilité qu'on avait à avoir 20 000 ou 70 000 avant et 20 000 aujourd'hui. Avant, là, c'était quand? Aujourd'hui, concentrons-nous sur aujourd'hui. Oui, mais avant là, où c'était facile d'avoir 70 000, 80 000, c'était quand? Je dis, aujourd'hui, le coût de la vie est de plus en plus cher. Combien de personnes aujourd'hui peuvent se permettre d'avoir accès à ces compteurs électriques avec 20 000 francs et de continuer à payer leurs factures avec le coût du kilowattheure? Madame Rouillot, j'ai compris que vous avez voulu être le porte-parole de la rue. Et je comprends très bien. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Oui, c'est votre rôle, je suis d'avis. Mais vous savez très bien que si l'on veut évaluer l'évolution du coût de la vie dans notre pays, il n'est pas certain, et il n'y a d'ailleurs pas de chiffre à l'appui de cela, que le niveau de vie des Béninois est baissé entre 2000, je ne sais pas trop combien la référence, 2016 et maintenant, et surtout pas en 2021 et aujourd'hui. Et je peux vous dire tout le contraire, parce que tout au moins, ce n'est pas des raisons non plus. Ce n'est pas des raisons non plus. Et donc, tout au moins, si vous dites qu'il est plus facile pour un Béninois d'avoir 70 000, 80 000 francs, il y a 6 ans, il y a 7 ans, que d'avoir 20 000 francs aujourd'hui, il faudrait bien que vous puissiez l'illustrer d'une certaine façon. Parce que pour moi, c'est difficile à percevoir, à comprendre. Non point parce que je sois à l'abri, parce que
Après, je vis dans le Bénin, je suis au contact de... J'ai fait le tour du Bénin, vous savez cela. J'ai rencontré les Béninois de tous les coins, je sais les réalités que les gens vivent. Il ne peut pas, je ne voudrais pas que nous rentrions dans les caricatures. Il ne sera pas du tout, alors, proche de la réalité, de dire qu'il est plus facile d'avoir 20 000 francs. C'est comme si on décidait de ne pas reconnaître les efforts qui sont déployés par l'État. On aurait pu rester toujours à 70 000 francs et 80 000 francs. Les gens continueront de prendre le compteur électrique dans leur maison. Monsieur Moussa, on a compris qu'il y a eu des avancées. Oui. Maintenant, dans la réalité des faits, le kilowatt coûte de plus en plus cher dans des conditions où les populations ont du mal à survivre où le coût et la de la vie vie est chère. Quel est l'impact selon vous? C'est tout ce que nous on veut savoir. La notion de cherté de la vie est une notion scientifique. Quand on veut l'utiliser et qu'on veut faire un plateau, un débat sérieux, j'aime bien que l'on puisse le mettre avec des références en termes de chiffres. Choisissez vos références, choisissez vos statistiques et allez-y. C'est vous qui avez sorti cela. Si moi j'ai des chiffres à vous sortir, c'est plutôt les chiffres officiels de l'État. Et il se trouve que les chiffres du Fonds monétaire international et dans les institutions internationales ont laissé entendre que le Bénin est passé de l'étape des États pauvres très entêtés à la situation d'État à économie intermédiaire. Et nous savons tous que lorsque les institutions notent bien un pays, la vie des populations est complètement compliquée. Nous savons tous. Soyez honnête, monsieur Amoussou. Donc, en tant que citoyen, vous ne pensez pas ça? Oui, nous allons. Oui, je voudrais que nous fassions un débat, disons, que nous ne nous portions pas comme les défenseurs de causes qui n'ont pas de soubassement technique. Si on dit l'élection, on peut décider de ne pas croire aux chiffres. Mais lorsque l'on ne croit pas aux chiffres, c'est une perception, c'est une opinion. En réalité, c'est une posture. C'est une posture. Oui, mais vous utilisez les chiffres, mais les populations auxquelles vous vous adressez particulièrement, c'est ceux qui peut-être ont un niveau donné dans la société. Quand on prend le citoyen lambda, ce que vous dites ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut savoir, c'est que vous dites qu'il y a l'accès à l'électricité, qu'on peut avoir des branchements faciles, mais il va vous dire le kilowatt me coûte de plus en plus cher. Et vous dites que c'est du social? C'est sa question. Je dis ceci, je dis qu'il faut entendre des choses. Lorsqu'un gouvernement vient, vous savez que les ressources comme les individus, comme les ménages, ont des ressources limitées. Vous êtes d'accord? Et quand on a des ressources limitées, on décide de voir ce que l'on peut faire de façon optimale pour avoir le résultat moyen le plus satisfaisant. D'accord. On peut décider ou alors de réduire le coût de l'électricité tout en maintenant peut-être à 100 000 francs le branchement électrique. Cela fera que le citoyen... Mais en créant plus d'opportunités pour les citoyens. L'État crée l'environnement économique. Oui, c'est ça. Voilà. L'État crée l'environnement économique. Aujourd'hui, l'environnement économique au Bénin, il sera difficile de démontrer qu'il est pire qu'il ne l'était hier. Si la question est de savoir s'il y a autant de facilité, mais alors, parce que vous avez dit qu'avant, c'était plus facile d'avoir 70 000 ou 80 000 ou 100 000 francs que d'avoir 20 000 francs aujourd'hui, il faut bien entendre ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que nous sommes tous dans la logique de papa bonheur qui passe. Et puis j'ai l'impression que le Bénin, pour vous, remonte juste il y a 10 ans, à l'époque de M. Yahi Boni. On ne fait pas ce débat-là, je demande nos références. Monsieur Amoussou, on ne fait pas le débat de M. Yahi Boni, de la gouvernance de M. Boni Yahi et de la gouvernance de M. Patrice Talon. Non, j'ai l'impression que vous voulez parler de quoi? Du temps de Kérékou, alors c'est ça? En tout cas, aujourd'hui... Ou de Manga? Non, dites-moi, parce que si Monsieur Amoussou, est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, les opportunités au Bénin sont de plus en plus compliquées à trouver? Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous êtes de l'autre côté. Et de quel côté? J'appartiens à la mouvance, c'est une vérité. Je ne peux pas m'en cacher. On va avancer. S'il vous plaît. Le secteur énergétique, c'est bon pour vous. C'est pas bon pour moi. Je parle avec un jeune Madame Léa. J'ai dit, on n'a pas réglé tous les problèmes. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que, je vous explique, si je ne vous explique pas, vous allez dire, je suis citoyen aussi, et quand il y a coupure d'électricité, j'en souffre. Et donc, si nous faisons le débat de cette façon, nous donnerons le sentiment que je suis venu jouer à l'avocat de l'État au détriment du citoyen que je suis moi-même. Allez-y directement. C'est pas ça qui est la vérité. La vérité, c'est que quand nous disons que nous avions désormais la possibilité de produire nous-mêmes 60% de notre capacité de consommation, c'est un pas. Ensuite, il reste 40%. Ça veut dire que nous sommes toujours dépendants à 40%. Ce qui ne dépend pas de nous, nous ne pouvons pas grand-chose là-dessus. Donc, lorsque ceux qui nous fournissent là ne nous fournissent plus,
on est en rupture et on peut avoir des difficultés à couvrir. Mais nous sommes déjà, et le Bénin est déjà, notre pays est déjà à pied d'œuvre pour la construction de nouvelles infrastructures qui vont permettre de couvrir. Et avant 2026, on allons couvrir à 100%. Couvrir, oui. Mais comment est-ce qu'on fait pour que le citoyen lambda, qui ne mange pas déjà à sa faim, trouve un accès, puisse acheter le courant électrique? Est-ce que j'aurais aimé vous retrouver dans un rôle de plaidoyer auprès de vos amis? Faisons un plaidoyer pour que l'État subventionne l'énergie électrique. Et pour que derrière les populations... Subventionner, c'est générer, prélever des ressources quelque part. Les dépenses de l'État sont effectuées, s'il vous plaît. Oui, les routes, parce que le chemin de développement passe par la route. Si nous ne pouvons pas avoir des infrastructures pour transporter des marchandises d'un point A vers un point B, lorsque l'on vous parle du corridor Lagos-Abidjan, c'est le plus important corridor au sein de l'Afrique de l'Ouest pour les activités commerciales. Et donc, si vous n'avez pas les infrastructures routières qui permettent de supporter le trafic, mais vous perdez en capacité de mobilisation de ressources économiques. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, sur la question de l'énergie, parce qu'on n'avait pas terminé, puisque nous avons 40%, nous avons 40% qu'on consomme de l'extérieur. Chaque fois qu'il y a un manque d'alimentation au niveau de nos partenaires, nous sommes en difficulté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'au niveau de l'électricité, il y a la production, mais il y a aussi le transport et la distribution. Nous sommes sur des réseaux qui sont installés depuis de longues années et qui sont un peu vétustes. Et parfois, les raisons pour lesquelles nous avons les interruptions intempestives d'électricité... Vous voulez parler du délestage? Non, ce n'est pas de délestage, s'il vous plaît. Le délestage, c'est une chose. Je parle des interruptions que nous avons eues ces temps-ci et qu'il faut bien distinguer du délestage. Vous n'êtes pas là pour être l'avocat de je vous explique les faits parce que si je ne vous explique pas, vous ne saurez pas. Je voudrais expliquer aux citoyens, ils ne savent pas. Si le citoyen, et c'est bien cela, lorsque le citoyen voit qu'il y a coupure d'électricité de façon régulière, il est fondé à se demander où est passé l'argent qu'on dit avoir dépensé. Il est fondé à se demander, c'est pas le délestage qui est de retour. Et c'est quoi la réponse à lui donner? Mais il est important qu'il sache que on n'a pas encore atteint 100% d'autoproduction. Mais quand on sera à 100% d'autoproduction, on sera plus indépendant et qu'en ce moment-là, tout au moins, on ne risque plus d'avoir d'effacement du fait de la fourniture venant des pays voisins. Ça, c'est important. Qu'ensuite, il sache qu'il y a ce qui dépend de la vétusté du réseau qui est en cours d'entretien. Et enfin, qu'il sache qu'il y a le fait que parfois, les intempéries, ce n'est pas pour rien qu'il y a les paratonnerres qui ont vocation à, disons, couvrir l'effet de la foudre. Voyez-vous, c'est dans tous les pays, même les grandes nations, les paratonnerres qui ont vocation à disons, absorber l'effet de la foudre pour empêcher que cela ne crée des difficultés dans le fonctionnement électrique. Mais à 100% mais à 100% donc, quel sera finalement l'effet bénéfique sur le niveau de vie qualitatif des citoyens? On peut pas régler tous les problèmes à la fois. On peut décider d'abord de rendre ça accessible à tout le monde, accessible géographiquement, voyez-vous, et ensuite maintenant accessible quant au coût. Si on dit on veut régler à la fois le problème de rendre ça accessible partout où il n'y a pas, et de rendre ça en même temps accessible au coût le plus bas, ce sera difficile. Donc on prend les options et on décide. Les 3 premières années ou les 4 premières années, on décide le projet, on décide de rendre le branchement le moins bas possible, c'est ce qui est fait actuellement. Ensuite, de rendre l'électricité disponible partout. Et c'est la politique actuelle. Et enfin, après, on pourra voir si on est en état maintenant de réduire le coût pour permettre à tous les Béninois d'avoir l'électricité le moins cher possible. On ne peut pas faire le tour. Les États ont des ressources limitées. Allons à un autre secteur. Alors, nous pourrons maintenant peut-être parler du secteur de la santé. Oui, le secteur de la santé, on a peut-être pu entendre dire souvent ou quelquefois que la gratuité de la césarienne a été supprimée. Vous savez que ce n'est pas vrai. Dites-nous, allez-y. Il est vrai que l'Agence nationale de gestion de la césarienne a été dissoute. L'agence a été dissoute. Mais il est aussi vrai que les fonctions de l'agence ont été affectées à une autre agence, l'agence de la protection sociale, qui désormais a à la fois l'effectif et l'ensemble des moyens qui étaient déployés pour que le processus de gratuité de la césarienne se poursuive. Donc jusqu'à ce jour, l'État béninois continue de mettre à la disposition des femmes en grossesse et qui le souhaitent les mécanismes de gratuité de la césarienne. Et
je crois qu'il est important que les gens sachent que la suppression ou du moins la dissolution de l'agence ne signifie pas la fin des services. C'est très important. Et Ensuite, toujours dans ce secteur? Dans ce secteur, il y a un problème. Et ça, moi, on peut le dire, c'est un problème de santé publique. J'aurais aimé, si les moyens de l'État étaient illimités, j'aurais aimé, parce que ce plan vient très souvent... Et là, c'est votre plaidoyer dans ce secteur? Oui, c'est mon plaidoyer dans ce secteur. J'aurais aimé que l'État soit en mesure, que l'État se donne les moyens de prendre en charge pratiquement tous les malades d'insuffisance rénale. Parce que c'est un mal grave qui demande beaucoup de moyens pour la prise en charge. Et il se trouve que notre alimentation et le contexte économique, social dans lequel nous sommes ne nous permet pas toujours de prendre toujours toutes les dispositions pour prévenir notre santé contre ce genre de maladie qui surgit quand nous sommes dans le 3e âge. Il arrive des cas rares où c'est des gens de... Pas des cas rares, nous avons plusieurs jeunes qui souffrent de... C'est plus rare plutôt. C'est plus rare. Ce n'est pas le cas le plus dominant. Je parle de ce qui est fréquent. Donc vous plaidez pour qu'on puisse davantage de plus en plus ce qui est fréquent, oui, monsieur Amoussou. Et c'est limité à notre alimentation. Notre alimentation. Du coup, mais ça, ce n'est pas la question fondamentale, ce n'est pas là. La question, c'est comment on fait. Puisque c'est une question de santé publique, moi, j'aurais aimé que l'État soit en mesure, se donne les moyens de prendre en charge presque tous les dialysés. Mais lorsque vous faites les assises, c'est important. Et ce que l'État a décidé de faire dans un premier temps, il faut l'encourager en matière de coûts. Ce que l'État fait, c'est quoi? L'État dit, nous allons aller progressivement. La première des choses, c'est de rendre la dialyse disponible partout dans le pays. Donc, l'accessibilité d'abord géographique. Aux soins. Si quelqu'un doit quitter Banekwara pour venir faire sa dialyse 2 fois par semaine au CNHU, vous comprenez que vous comprenez la difficulté. Oui. Donc aujourd'hui, l'État est de faire installer des centres de dialyse avec des équipements subventionnés dans tous les départements et dans presque tous les chefs-villes de département. Sur tout le territoire. Voilà, sur tout le territoire. Donc, cela permet tout au moins de régler la question de l'accessibilité géographique. Ensuite, je vous ai dit que les produits sont subventionnés, les intrants sont subventionnés pour réduire le coût. C'est aussi également un effort. Après, l'État décide de prendre en charge entièrement les frais pour les agents de l'État, les agents permanents de l'État. C'est aussi un effort. Je crois que demain, quand nous allons régler le problème de la disponibilité, il sera utile pour l'État de s'y pencher et je pense bien que c'est notre l'État. Et les personnes qui ne sont pas agents de l'État. Du secteur public qui ne sont pas agents de l'État. C'est pourquoi je dis que mon souhait, c'est que tout le monde puisse être pris en charge. Mais aujourd'hui, puisque chaque État, comme chaque ménage, fait les choses dans les limites de ses moyens, l'État est obligé de le faire également dans les limites de ses moyens. C'est ça qui est la vérité. Sans doute, ça peut blesser de savoir que l'on ne soit en mesure, même vous qui êtes là. Il peut arriver, je connais un ami qui est devenu un opérateur économique très prospère, qui a vu sa fille mourir parce qu'il n'avait pas 5200 pour payer l'ordonnance. Mais oui, c'est fréquent ça. Voilà. Il n'avait pas 5200 pour payer l'ordonnance. Est-ce qu'il a voulu que sa fille meure? Est-ce qu'il avait voulu que sa fille meure? C'est un drame. C'est un drame. Il n'avait pas voulu. Et si j'en parle, c'est parce que cela m'est resté à travers l'esprit jusqu'à ce jour, que j'en frissonne quand j'en parle. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est l'environnement sociopolitique qui fait ça? Parce que si on avait un bon système sanitaire, cette fille devrait être prise en charge néanmoins, malgré le fait que son père ou ses parents n'avaient pas les 5 000 dont il s'agit. Je m'attendais à ce que vous abordez le projet Arche, M. Amoussou. Oui, j'y arrive. Alors sur la question, je saute, parce que sur la dernière question, le dernier aspect que vous avez soulevé dans la préoccupation que j'ai portée, c'est dire à quel point la volonté ne suffit pas, mais il y a les moyens aussi. Ne pensez pas que les moyens sont illimités. Ne pensons pas que les moyens sont illimités. On doit faire beaucoup de choses. On est obligé d'agir dans le secteur de l'industrie, de l'éducation, du textile et de la formation pour les États et tout. Donc quand on regarde dans la cagnotte, on voit que nous avons des choses à faire. Malheureusement, on n'a pas les moyens de faire les choses. Donc faisons les 7 que l'on peut pour le moment. Mais pourquoi on ne donne pas priorité au capital humain? Mais le capital humain, puisque ça vous permet de venir sur la question des projets H,
Le capital humain est au cœur de toute l'action du gouvernement. D'ailleurs, c'est bien cela le sens du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Et ce projet, comme vous le savez, met à l'avant disons l'homme, comme pour dire, il n'y a de richesse que d'hommes. Allons dans le concret avec des exemples. Qu'entend-il? Il entend que non seulement on fait les microcrédits, donc on est passé de 50 000, 30 000 à 50 000, maintenant on est à 100 000. On supprime, avec un taux d'intérêt de près de 8%. Est-ce que c'est pas énorme pour nos femmes qui, dont les situations ne sont pas quand même... Puisque vous les avez écoutées quand vous avez fait votre tournée. Oui, ce plaidoyer, il est important. Et je pense que les femmes sont bien placées pour le porter. Non, je vous le souhaite parce que oui, moi je peux porter ce plaidoyer aussi. Vous êtes acteur politique, bien sûr. Vous savez, qui trop embrasse, mal étreint. Si je décidais de porter tous les plaidoyers de la République, je pourrais être inaudible aussi. Ah. C'est ça qui est la vérité. Je suis peut-être un ancien président du gouvernement des jeunes du Bénin. Je peux décider de porter le plaidoyer sur les questions qui sont en relation avec la promotion de la jeunesse, par exemple. Je serai audible en tant que audible et crédible. En tant que président. Non, je vais dire pas mes intérêts. Je ne serai pas éternellement jeune. Et donc les jeunes ne sont pas seulement ceux qui sont jeunes aujourd'hui, mais c'est ceux qui sont appelés à le devenir demain encore. Mais je considère que ce genre de plaidoyer, il peut être utile de le suggérer à PIS, Mouyo, ou bien à l'INF. Parce que nous avons bien une institution, une organisation, un institut qui s'occupe, n'est-ce pas, des questions en relation avec la femme. Si l'on lui suggérait ce genre de problématique, on lui ferait faire plus utilement son travail que moi. Si je décidais, moi, d'embrasser à moi toutes ces préoccupations, vous comprendrez que donc vous êtes d'accord que le taux de 8% est un peu élevé? J'ai observé que il y a eu beaucoup de goulots d'étranglement qui ont été supprimés. Avant, il fallait prendre des millions, arriver quelque part, se réunir, etc. Et tout. Il n'y a plus rien de tout ça. Oui, vous recevez directement, voilà, voilà et tout, par mobile money, voilà et tout. Vous avez vos ressources sur votre mobile money, etc. et tout. Ça, c'est important. Ensuite, quand vous avez les ressources maintenant, vous avez entrepris une activité. Mais vous voyez, vous n'avez pas eu le temps de fructifier l'activité et puis vous êtes tombé malade. Vous ne pouvez pas avoir 50 000 là, ne pas les dépenser. Peut-être que si vous dépensiez ça, vous n'allez pas pouvoir continuer votre activité. C'est un plaidoyer vous faites? C'est arrivé. Non, c'est pas un plaidoyer. Le projet H prend ça. C'est un cas probant que vous, oui, le projet H prend ça. Le projet H prend ça en charge en disant, quand on a fini de mettre des microcrédits au profit, voilà, des femmes, il faut maintenant être en mesure de les aider, de les suivre, pour que dans la mesure où éventuellement elles tomberaient malades, l'État puisse... Voilà, l'État puisse les prendre en charge et les faire soigner par le projet assurance. Et ça, ce n'est pas encore généralisé. Aujourd'hui, il y a certaines communes, je ne peux pas faire le coup qui en bénéficient, c'est progressif. C'est progressif. Monsieur Amoussou, j'ai une question pour vous. Oui, Est-ce que vous pensez que le gouvernement béninois a fait un meilleur choix économique, politiquement, et que derrière, les dispositions sont en train d'être prises effectivement pour un meilleur équilibre devant entraîner la réduction de la pauvreté? Sommes-nous sur le bon chemin? Je vais dire de façon la plus formelle possible que nous sommes sur le meilleur chemin possible. Et ce n'est point, encore une fois, pour jouer à l'avocat de notre État. Regardez, moi, je suis d'extraction de gauche à la base. J'ai toute ma vie, par le passé, été un homme très engagé pour les causes sociales. Aujourd'hui, ce qu'il est certain pour chaque Béninois d'observer, domaine par domaine, c'est qu'il y a un tel assainissement de la vie politique et de la gestion des biens de l'État que, qui que vous soyez, se fût-il agi du plus puissant des ministres de la République et parfois même de gens en position plus forte, vous ne pouvez pas être à l'abri du fait que demain vous rendrez compte. Et c'est d'autant plus clair que même les gens dont la gestion remonte à des années avant le mandat du chef de l'État sont en train de répondre la loi sur la corruption est rétroactive. Oui, elle est rétroactive, c'est-à-dire que les faits ils sont imprescriptibles. Bien sûr. Et parce que les faits sont imprescriptibles, il est important pour chacun de nous de se déployer en ayant à l'esprit que la mise sur pied d'un tribunal comme la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme permet à chaque citoyen de savoir qu'il y a un gendarme qui surveille et qui se fera le devoir de vous infliger la peine que vous méritez dès l'instant que vous aurez marché sur les intérêts
de vos Mais est-ce que ça n'aurait pas été Non. plus honnête Oui. en tant qu'acteur politique, je vous Oui. pose la question, Oui. de penser à réduire les salaires politiques? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que l'un des premiers symboles de notre hautement social, ce n'est pas déjà ça? Pour montrer le bon chemin. Les salaires politiques, bon, je vais vous dire une chose très honnêtement. Moi, je ne connais pas les salaires politiques. Justement, au Bénin, Voilà. personne Pas ne ou vous connaît ne Oui, connaissez voilà. plus. Non, je ne connais au pas les Bénin, salaires politiques. J'ai personne jamais ne été connaît ni les salaires ministre, politiques. ni député. Donc, ni c'est seulement à ce niveau, voilà, selon donc je ne vous. connais pas. Monsieur Amoussou, Alors, au oui. Bénin, personne ne connaît les salaires Voilà. politiques. Voilà, donc c'est l'obligation pour la presse justement de faire ce travail. Parce que je parle faire le travail de la presse. Moi j'ai été journaliste peut-être par le passé. Donc, vous pensez aujourd'hui que c'est le travail de la presse? Oui, c'est le devoir de la presse, la recherche de l'information. Mhm. C'est le travail de la presse. Ou alors c'est le travail des acteurs politiques. C'est une manière bien laconique. Répondez à Voilà. nos questions. Si. C'est une manière bien Répondez à nos laconique. questions. Mais là, j'ai une autre Oui. question pour vous. Oui, oui. Vous dites Oui. avec beaucoup de fierté que Dieu Oui. merci aujourd'hui à la criette, Oui. on fait rendre gorge à qui Oui. met la main dans les deniers publics. Il y a une question que les Béninois se posent souvent. Oui, une chose est de les mettre en prison. Mais est-ce que pour autant, tout ce que ces personnes ont eu à prendre, qui ne leur appartient pas, on arrive à les récupérer? Ah, ça, c'est une question importante. Il y a des choses en droit. Il y a la sanction pénale Oui, qui peut être une peine d'emprisonnement. c'est ça, on entend plus parler Voilà. de ça. Maintenant, il y a Parce que la ça aussi, sanction au civil. ça aiderait à Il y a faire la des actions sanction sociales. civile qui concerne le recouvrement. Enfin, la Qu'est-ce qu'il sanction en est? civile. Alors, et la sanction civile, d'une part, il est question de fixer une amende ou un remboursement à telle hauteur avec des pénalités qui accompagnent. Mais l'autre est de savoir, dans la mise en œuvre, si on arrive réellement à récupérer. Mais on devrait. À la vérité, le recouvrement existe de tous les temps et ce n'est pas un État. C'est le droit, c'est une procédure habituelle en droit. Quand un individu a commis une infraction, qu'il a été jugé Oui, mais nous et sommes qu'il a été d'accord, mais moi je veux condamné, savoir, est-ce que vous en connaissez, voilà, puisque et vous tout, êtes de la voilà. mouvance, est-ce que Oui, vous connaissez les des cas recouvrements- où ça a été fait? Parce que ces sous Moi, pourraient nous aider. je n'ai pas fait d'enquête particulière sur le niveau de recouvrement. Mais le recouvrement est une procédure normale, habituelle, Bon, ça, qui se on sait. fait sur tous les Mais régimes. nous et qui aimerions doit se bien faire. savoir, puisqu'on sait que la plupart du temps ils vont en prison, Oui. que l'État nous informe aussi de ce que ces personnes, il y en a parmi eux qui arrivent au moins à payer. Oui. Je crois que Ça va lorsque nous aider à faire du vous social. avez la Caisse nationale de dépôt et de consignation, c'est justement autre à ça que cela c'est. Lorsque Vous les éludez ma biens... question. Oui, non, je ne, non, Bon, vous je ne n'avez lis pas pas la votre réponse. question. Non, 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 Parce non, que vous n'avez pas j'ai bien l'information, peut-être. je vous dis que la Caisse nationale de dépôt et de consignation, l'une de ses vocations, c'est d'être l'institution auprès de laquelle on reverse les ressources qui sont issues de vente de biens appartenant à personnes D'accord. qui ont volé l'argent de l'État. On n'a plus beaucoup de temps pour quitter ce Voilà, oui, plateau. Oui, Et une autre question rapidement. oui. À vous entendre, Oui. le hautement social, puisque vous aimez bien le hautement social, parce que vous avez dit qu'on n'est plus dans le social, qu'on est dans le hautement social, tout va bien. C'est Ça 50% évolue. environ. C'est 1000 L'État- milliards par an. L'État fait ce qu'il peut, Oui. à petits coups, mais l'État avance quand même. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie des citoyens béninois, est tout au moins une petite réalité, selon vous? On ne peut pas nier le fait que la pauvreté existe dans notre pays. Et d'ailleurs, les statistiques même de... Nos statistiques indiquent que 150 000 ménages dans notre pays sont en situation de De précarité. Et que nous avons 3 millions de personnes vulnérables dans notre pays. C'est justement, entre autres, pour parvenir à amoindrir les souffrances de ces 3 millions de nos compatriotes que le projet Gbesoké a été pensé. Du coup, vous obtiendrez bien, en suivant l'action déployée par notre État, que au fur et à mesure du déploiement de l'action, il se fait le bilan. Et qu'au moment où l'on fait le bilan, on voit là où il y a la difficulté. Quand je prends le projet Gbesoké, par exemple, que nous n'avions peut-être pas eu l'occasion d'aborder, mais Vous avez abordé ça J'ai abordé ça. dans une certaine Peut-être mesure récemment. en parlant des transferts monétaires. Ok, soit, mais Oui. ce n'est pas tous les aspects. Le projet Gbesoké, par exemple, c'est des filets sociaux de protection productifs. Oui. Il faut noter deux choses. Filet, quand on dit filet, il y a la notion de repêcher. Donc, repêcher ceux qui, en dépit de la création d'un environnement économique favorable, n'ont quand même pas été en état d'être productifs. Parce qu'après, il faut considérer les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Du coup, quand on a réussi à repêcher les personnes qui
ne sont pas à un état égal avec les autres, il ne suffit pas de leur mettre seulement à disposition des moyens pour entreprendre des activités, mais il faut surtout s'assurer que ces activités sont productives et que cela peut durer dans le temps, en sorte à leur permettre de pouvoir progressivement rentrer disons, dans le circuit officiel. Le Socé parle de promouvoir l'inclusion financière et autres. Mais moi, je dis, est-ce que finalement ça marche? Je sais qu'on est au début, mais le fait de promouvoir l'inclusion économique, est-ce que finalement ça marche? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je trouve que quand on évalue, depuis que on a pris connaissance de ce terme-là, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Non, ce qui a fondamentalement changé entre les années antérieures et puis les mandats de Talon, les années antérieures, allez-y rapidement. Non, allez-y les mandats de rapidement. Talon, c'est justement qu'en faisant l'évaluation de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, on a conservé ce qui est bon, mais on a décidé de mettre ce qu'il fallait. C'est d'ailleurs pour ça que dans le projet microcrédit à l'affaire, je vous ai dit qu'il y a l'aspect assurance. Enfin, il y a le projet Arche, il y a l'aspect assurance qui s'accompagne. Il n'est pas encore généralisé. À la vérité, les Béninois sont pressés d'avoir les résultats. Vous voulez dans les faits, des fois, on manque d'informations. Oui, je suis d'avis, on manque d'informations. Parce que là, par exemple, je suis d'avis avec vous, que tout le monde n'a pas l'information. Il y a un axe du programme Bessoké que j'aime beaucoup, qui est de favoriser la mise en œuvre d'une économie solidaire. Je pense qu'on aurait bien aimé que vous développiez ça un peu. Mais le temps est parti. Faites-en votre conclusion. Très bien, merci. Vous savez, l'économie solidaire est une forme d'entreprise qui n'est pas très populaire dans nos pays. En fait, ça existe, mais ça existe sur des formes qui ont commencé. Normalement, c'est caractéristique. En fait, c'est les coopératives en réalité. Dans les coopératives, ce qui est important, ce qui est mis en pole position, ce n'est pas le gain, à maximiser, mais la possibilité pour des acteurs de mutualiser leurs atouts, leurs capacités de travailler ensemble et ainsi donc de ne plus faire face, disons, à une masse fiscale trop importante comme s'ils étaient dans une économie classique. Merci, du coup, avec ce genre de système, on arrive à soigner, en tout cas à intégrer dans le circuit financier des acteurs sociaux professionnels qui ne sont pas forcément des acteurs classiques parce qu'ils avaient peur de rentrer dans le système Merci, Monsieur Constantin Amoussou. Grâce justement vous êtes acteur à l'économie solidaire. Membre de la mouvance présidentielle. Nous sommes vraiment au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous avons parlé du mouvement social depuis qu'il est lancé, depuis la prise de pouvoir de Patrice Talon II. Léa Sédanglago, nous sommes au terme de cette émission. On retient juste de notre invité que beaucoup d'efforts sont faits dans beaucoup de secteurs. L'État fait ce qu'il peut, comme il peut, avec les moyens limités qu'il a. Il y a d'énormes difficultés et la difficulté essentielle que je retiens, c'est qu'il y a difficulté d'information. Les populations n'ont vraiment pas l'information. On espère que vous allez donner ce plaidoyer donc, au chef de l'État et à son gouvernement pour que nous ayons plus accès à l'information, qu'on sache qui peut bénéficier de quoi et comment, même si on n'a pas un diplôme, même si on n'a pas été à l'école, parce que ça aussi, les citoyens en ont besoin. Et dans notre pays, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un niveau donné. Puis on se dit à très bientôt, on remercie tous nos internautes, tous nos auditeurs et téléspectateurs. On se dit à vendredi prochain sur Culture Radio, télévision et bien sûr sur notre page Facebook. Voilà, et c'est en rediffusion déjà à partir de demain ou ce week-end. Merci et à vendredi.